Bonjour chers amis, et bienvenue dans l'histoire d'horreur mystique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 récits profondément troublants, racontés par des gardes forestiers patrouillant l'un des paysages les plus beaux et les plus mystérieux d'Amérique, le parc national de Yellowstone. Derrière les geysers, la faune sauvage et les millions de visiteurs qui s'y rendent chaque année, se cache une face sombre dont peu osent parler. Les histoires que vous allez entendre sont racontées par des hommes et des femmes travaillant isolés, patrouillant des sentiers reculés, intervenant sur des incidents qui ne font jamais la une des journaux et témoins de phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Ce ne sont pas des histoires pour effrayer les campeurs autour d'un feu de camp. Ce sont des événements réels, racontés par des gardes forestiers expérimentés, méticuleusement documentés à l'aide de rapports officiels, de témoignages personnels et de décennies de mise en garde chuchotées parmi ceux qui connaissent la véritable nature du parc. Afin de protéger l'identité des participants, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'essence de chaque histoire demeure inchangée et correspond aux faits rapportés. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des histoires d'horreur inspirées des recoins les plus sombres de la réalité. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et si vous avez déjà vécu une expérience troublante dans un parc national ou une région sauvage isolée, laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire pourrait être publiée prochainement. Commençons maintenant avec le premier gardien et la créature qu'il a rencontrée dans la brume du geyser. Une rencontre qui le hante encore. Caleb ne comprenait jamais pourquoi le parc imposait des patrouilles nocturnes en solo dans le bassin supérieur des geysers. Mais après 6 saisons à Yellowstone, il avait cessé de poser des questions qui ne changeaient rien. La nuit était le moment où les touristes disparaissaient et où le parc retrouvait son authenticité. Les foules, les éclairs des appareils photos, les cartes de touristes, tout cela s'évanouissait, ne laissant que de la vapeur, des ténèbres et le grondement sourd de l'eau bouillante circulant sous la surface de la Terre. Les nuits claires, les étoiles se déversaient sur les passerelles comme un océan gelé. Les nuits brumeuses, le bassin se transformait en quelque chose d'entièrement différent. C'était fin septembre, une période de transition où le temps hésitait entre l'automne et le début de l'hiver. Le vent mordait juste assez pour piquer la peau exposée, et la vapeur qui s'élevait des geysers et des sources chaudes s'accrochait à l'air comme une créature vivante. Cette nuit-là, le brouillard était plus épais que Caleb ne l'avait vu depuis longtemps. Il enveloppait ses bottes et rampait sur les planches de bois, avalant les rampes quelques mètres devant lui, de sorte que le chemin semblait se terminer dans un mur blanc. Il marchait lentement, comme il le faisait toujours ici après minuit. Se précipiter sur ces passerelles était une façon sûre de mourir. De chaque côté des planches étroites, le sol était instable. Une fine croûte au-dessus d'une eau acide bouillante capable de dissoudre un corps plus vite que la plupart des gens ne voulaient l'imaginer. Son radio grésilla doucement sur son épaule alors qu'il vérifiait l'heure, 1h17. Son service ne se terminerait pas avant l'aube. Il avait déjà fait le tour du périmètre près du centre des visiteurs et vérifié la barrière de la route de service. Maintenant, il était dans les boucles des geysers, seul avec sa lampe torche et le souffle étouffé de la vapeur s'échappant du sol. La plupart des nuits étaient sans incident. Il notait quelques détails mineurs pour l'équipe du matin. Un couvercle de poubelle mal fixé, une bouteille en plastique abandonnée, une planche desserrée que la maintenance resserrerait le lendemain. Mais cette nuit-là, dès qu'il posa le pied sur la boucle du bassin, il sentit qu'on l'observait. Ce n'était pas un sentiment inhabituel dans le parc, surtout la nuit, quand les yeux des wapitis brillaient parfois dans les arbres ou quand les coyotes le suivaient juste hors de portée de sa lampe. Mais cette fois, c'était différent. Cela semblait personnel, comme une tension pressant contre sa nuque. Caleb se dit que c'était simplement la météo. Le brouillard déformait les sons et rendait les petits bruits plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Pourtant, il sentit sa main se resserrer sur la poignée de sa lampe torche alors qu'il suivait la courbe de la passerelle vers un groupe de petites piscines que les touristes évitaient généralement en faveur des éruptions célèbres. Il s'arrêta à la première intersection, braquant sa lampe dans la vapeur. Le faisceau disparut après quelques mètres, avalé par le blanc. Le monde se réduisit à un petit cercle de bois humide sous ses pieds et à la suggestion pâle des rampes. Au-delà, rien. « Tout va bien », murmura-t-il pour lui-même. Même boucle, nuit différente. La première fois que cela se produisit, il faillit ne pas le remarquer. Alors qu'il reprenait sa marche, la radio sur son épaule émit un léger grésillement, suivi d'une voix basse et déformée. Il s'arrêta et inclina légèrement la tête, s'attendant à entendre un autre gardien faire son rapport. Le canal resta silencieux. L'écran affichait la même fréquence de district qu'ils utilisaient toujours. Aucun signe d'appel. Il appuya sur le bouton de transmission. Caleb sur la boucle supérieure des geysers. « Quelqu'un me reçoit ?» Silence. Puis, après un moment, la voix habituelle et claire de son collègue lui répondit depuis la station, lui demandant sa position. Il répondit, attribuant le son précédent à des interférences,
et continua sa route. Lorsqu'il atteignit la section centrale de la boucle, le brouillard s'était épaissi. Il roulait en vagues lentes sur les sources, brillant faiblement là où l'eau reflétait la lumière des étoiles et des lumières lointaines des lodges. Ses bottes frappaient à un rythme régulier sur les planches mouillées. Quelque part à sa gauche, un geyser siffla, puis relâcha une expiration haletante qui ressemblait étrangement à un soupir. Il essaya de se concentrer sur la liste de contrôle dans sa tête. Rampes intactes, signalisation visible, personne sur les sentiers. À mi-chemin de son inventaire mental, la radio grésilla à nouveau, un murmure perdu sous les parasites, juste assez pour faire bondir son cœur. « Répétez » demanda-t-il, levant la main pour ajuster le volume. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Sous le sifflement des interférences, il entendit son nom. Caleb. La voix était faible, comme si elle venait de loin, mais la manière dont elle prononçait son nom était étrange. Le ton était trop plat. Chaque syllabe avait le même poids, comme si quelqu'un qui ne comprenait pas le langage essayait de voir comment cela sonnait. Cela lui rappela la façon dont les visiteurs prononçaient parfois mal les noms des lieux autochtones. Précis et faux en même temps. Il s'arrêta de marcher. Le brouillard défilait sur la passerelle, effleurant ses genoux. Il tourna lentement sur lui-même, le faisceau de sa lampe découpant de petits tunnels dans le blanc. Aucune forme sombre, aucun mouvement, seulement la vapeur tourbillonnante. Il actionna à nouveau la radio, forçant sa voix à rester stable. Unité 2. Êtes-vous sur le canal? M'a-t-on appelé? La réponse arriva un instant plus tard, confuse. Non, personne ne l'avait appelé. Tout était calme à la station. Peut-être captait-il des interférences d'un autre canal. Cela arrivait parfois pendant les orages. Caleb les remercia et replaça la radio, essayant de ne pas penser à la façon dont la voix précédente avait semblé se tenir juste à côté de lui. Il se dit qu'il était simplement fatigué. La saison touchait à sa fin. Les nuits de service s'accumulaient. Il était facile pour un cerveau de commencer à combler les vides dans le bruit, à entendre des motifs qui n'existaient pas. Il continua, suivant la passerelle, alors qu'elle contournait une plus grande piscine. L'eau ici était d'un turquoise surnaturel, même sous une lumière faible. La surface était calme, mais mortelle. De minces volutes de vapeur s'élevaient, brouillant la limite entre la terre et l'eau. Il jeta un coup d'œil au panneau d'avertissement boulonné à la rambarde, resté sur la passerelle. Sol fragile, eau bouillante. L'illustration montrait une silhouette humaine avec une jambe brisant la croûte pâle, le membre se dissolvant dans un rouge cartoon. Il avait vu des photos bien plus troublantes pendant sa formation, des vraies. Il aurait préféré ne pas les avoir vues. Il accéléra légèrement le pas, plus impatient que d'habitude de traverser cette section. Alors qu'il passait de l'autre côté de la piscine, le brouillard devant lui s'éclaircit un instant, juste assez pour distinguer la silhouette vague du sentier alors qu'il descendait légèrement avant de remonter vers un groupe de petits geysers. Dans cette brève ouverture, il vit quelqu'un debout au milieu du champ de vapeur. La silhouette se trouvait peut-être à 30 mètres de la passerelle, là où personne ne devrait être. Au début, il crut que c'était un visiteur qui avait somehow réussi à passer la barrière. Mais la posture était étrange. Le corps semblait trop immobile, les bras pendant à un angle anormal, ni tout à fait droit, ni tout à fait plié. Même à cette distance, il pouvait dire que la personne lui faisait face, mais il ne distinguait aucun trait, seulement une découpe plus sombre dans le brouillard. La gourde de Caleb devint sèche. L'instinct prit le dessus. Il leva la lampe torche, la régla sur son intensité maximale et braqua le faisceau vers la silhouette. La lumière frappa la vapeur et se dispersa. Pendant une seconde, la forme se précisa. Elle se tenait sur une parcelle de terrain que Caleb savait, d'après les cartes de maintenance, à peine assez stable pour les petits animaux. Pas pour un humain. Les contours ne correspondaient pas à une silhouette normale. Les épaules semblaient trop étroites, le cou légèrement trop long, comme un dessin qu'un enfant aurait presque réussi. Puis le brouillard se déplaça et la silhouette disparut. « Et » appela-t-il, sa voix semblant petite face au murmure constant du bassin. « Vous ne pouvez pas être là-bas. Dirigez-vous vers ma lumière. Restez calme et avancez lentement. » Rien ne bougea. Personne ne répondit. Le froid qui s'était installé à la base de son crâne glissa le long de sa colonne vertébrale et s'installa dans son estomac. Il savait qu'il ne devait pas quitter la passerelle. La formation le leur martelait depuis le premier jour. Aucune tentative de sauvetage ne valait 2 victimes. Si quelqu'un s'était aventuré dans le champ, le protocole disait qu'il devait rebrousser chemin, le signaler par radio et attendre le jour et une équipe. Il tendit la main vers sa radio. Avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, la voix revint, plus claire cette fois. Assez proche pour que, même s'il éteignait sa radio et retirait l'écouteur, il aurait juré qu'elle venait du haut-parleur. « Caleb !»
Il sentit les poils de ses bras se dresser sous son uniforme. Cela ressemblait à sa propre voix. Pas exactement, mais assez pour que le rythme et l'intonation lui soient familiers, comme si quelqu'un l'avait écouté longtemps et avait essayé de l'imiter. Il fixa la vapeur là où la silhouette avait été et se força à se rappeler la liste de contrôle. Documenter. Ne pas quitter les surfaces stables. Signaler. Unité 2. Bassin supérieur des geysers. Il prononça ces mots de manière serrée. Personne non autorisée dans la zone thermique. Environ 30 mètres à l'est de la piscine centrale de la boucle. J'ai besoin d'un second regard sur ce cas. La réponse arriva après une brève pause. Les routes étaient glacées. Il faudrait au moins 20 minutes à quiconque pour l'atteindre. On lui demanda s'il avait un visuel. Il regarda à nouveau. Le brouillard s'était épaissi, tourbillonnant comme une buée sur un miroir. Aucune forme, aucun mouvement, juste le blanc. Négatif, dit-il, perdu de vue. Je reste sur la passerelle. Il resta là un long moment, à l'écoute. Le bassin était rarement silencieux, mais ce soir-là, les sons habituels semblaient étouffés, comme si quelqu'un avait baissé le volume de tout le paysage. Même le sifflement des évents semblait amorti. Il réalisa qu'il entendait sa propre respiration plus fort que le parc. Il se remit en marche, plus lentement, balayant gauche et droite de son regard. Alors qu'il passait le geyser suivant, la vapeur se déplaça à nouveau, ouvrant une fenêtre étroite sur le champ. La silhouette était là une fois de plus, plus proche cette fois, toujours du mauvais côté de la ligne de sécurité, lui faisant face. La posture avait changé, la tête légèrement inclinée, comme si elle l'étudiait. Il ne leva pas sa lampe torche cette fois. Il n'avait pas besoin de plus de détails. « Monsieur ou madame, si vous m'entendez, vous devez revenir vers la passerelle », appela-t-il, forçant sa voix à adopter le rythme régulier qu'on leur enseignait pour les randonneurs paniqués. « Marchez directement vers ma voix. Ne courez pas surveiller où vous mettez les pieds. » La silhouette ne bougea pas. Le brouillard se referma comme un rideau qui tombe. Et quand il s'écarta, l'espace était vide. Lorsqu'une équipe de secours arriva, Caleb avait fait le tour de la boucle 2 fois, ses bottes laissant des empreintes mouillées qui marquaient son chemin le long des planches. Ils fouillèrent la zone jusqu'à l'aube. Aucune empreinte n'apparaissait dans le sol délicat. Aucune croûte brisée, aucune signature thermique en dehors des évents habituels, comme le montrèrent plus tard les caméras thermiques. Il n'y avait rien à consigner, à part son propre rapport, qu'il garda aussi clinique que possible. À la fin, il ajouta une ligne, interférence vocale non identifiée sur la radio. Il ne mentionna pas que la voix avait répété son nom alors qu'il marchait vers la station, une seule fois, sur un ton qui semblait presque satisfait. Il essaya de l'oublier. Les gardiens voyaient des choses étranges tout le temps. Des lumières étranges, des illusions d'optique dans la vapeur, des wapitis solitaires trop immobiles dans l'obscurité, l'esprit comblait les vides. Il se dit que ce n'était que cela. Pendant une semaine, il faillit y croire. Puis, un soir avant son service, le superviseur de la station l'attira à l'écart, un tas de vieux rapports d'incidents à la main. Quelqu'un des archives a numérisé les journaux et a remarqué un drôle de schéma lié au même secteur que tu patrouilles, dit le superviseur en faisant glisser les papiers usés sur le bureau. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Le rapport le plus ancien datait de plus d'une décennie, rédigé par un gardien mort dans un accident de voiture des années plus tôt. L'écriture était nette, précise. La description ne l'était pas, silhouette non identifiée observée hors de la passerelle dans une épaisse vapeur. Distance estimée à environ 30 mètres. Vocalisation par le canal radio. Utilisation du prénom du gardien. Aucune preuve physique localisée. Aucune anomalie thermique enregistrée. Caleb tourna la page. Daté de 7 ans plus tard. Un autre gardien. Même boucle. Même estimation de distance. Utilisation de mon prénom par la radio. Ne provenant pas de la station. Il y avait 4 rapports au total. Chacun séparé par des années. Chacun décrivant la même chose en des mots légèrement différents. Brouillard de paix. Une silhouette là où personne ne devrait se tenir. Une voix à la radio qui connaissait un nom qu'elle ne devrait pas connaître. Le dernier rapport datait de 2 saisons plus tôt, déposé par une gardienne qui l'avait remplacée après qu'elle ait demandé une mutation. Dans les commentaires à côté du résumé formel, elle avait écrit une note supplémentaire, en écriture plus petite et serrée. On dirait que quelqu'un s'entraîne. Elle avait écrit « La première fois, il a à peine réussi à prononcer le nom correctement. La dernière nuit avant mon transfert, ça ressemblait presque exactement à moi. Cette saison-là, chaque fois que le brouillard s'installait sur les geysers et que la passerelle disparaissait dans le blanc, Caleb faisait toujours ses rondes. C'était son travail. Mais il gardait le volume de sa radio plus bas que d'habitude,
et si les parasites montaient jusqu'à ressembler à un murmure, il ne répondait pas. Il ne parlait qu'au gardien en service. Et quand son service se terminait, il marchait vite, restant au centre des planches, sans jamais regarder dans la vapeur, là où quelque chose qui apprenait lentement attendait peut-être de voir qui reviendrait. Sophie avait toujours considéré le lac Shoshone comme le secret bien gardé du parc. La plupart des visiteurs ne l'avaient jamais vu. Il n'y avait ni belvédère bondé, ni passerelle, ni boutique de souvenirs vendant des aimants à son effigie. Pour atteindre ces rives, il fallait un bateau ou une longue randonnée. Et la plupart des gens qui venaient à Yellowstone voulaient voir des geysers et des bisons au bord des routes, pas passer des heures à pagayer sur une eau froide sous un ciel vide. Cela convenait parfaitement à Sophie. En tant que gardienne patrouillant sur le lac, elle aimait cette impression que cette partie du parc appartenait davantage aux éléments qu'à quiconque. Les matins clairs, le lac semblait presque paisible. La surface était plate et sombre, seulement troublée par le clapotis occasionnel d'un poisson ou le sillage d'un canoë lointain. La forêt environnante grimpait abruptement depuis la rive, dense en pins et sapins, donnant à l'eau l'impression d'un bol creusé dans la nature sauvage. Mais les matins brumeux, le lac se transformait. La brume s'élevait en nappes inégales, flottant bas au-dessus de la surface, de sorte que les arbres et la rive s'estompaient et que l'horizon disparaissait. Ces jours-là, Sophie se sentait plus seule que jamais. Légère, presque sans poids, et un peu moins certaine de l'endroit où l'eau finissait et où le ciel commençait. La première fois qu'elle remarqua les empreintes, c'était l'un de ces matins brumeux de fin juillet. Elle avait mis son petit bateau à moteur à l'eau avant l'aube, poussant l'embarcation dans le gris. L'air était assez froid pour que sa respiration forme de légers nuages devant son visage. Le moteur bourdonnait d'un rythme régulier et familier sous ses bottes alors qu'elle guidait le bateau le long de son itinéraire habituel, longeant la rive pour vérifier les campements non autorisés, les feux illégaux ou les pagayeurs en détresse. La visibilité était mauvaise. Son monde se réduisait à une bulle de 15 mètres d'eau pâle et de taches plus sombres de terre. Lorsqu'elle atteignit une petite crique sur le côté ouest du lac, le soleil s'était élevé assez haut pour transformer la brume d'un gris terne en un or pâle. Sophie coupa le moteur et laissa le bateau dériver, écoutant le clapotis doux de l'eau contre la coque. La crique était peu profonde, le genre d'endroit où les débris s'échouaient parfois. Elle s'y arrêtait souvent pour scanner la rive. Elle les vit immédiatement. Une ligne d'empreintes de pieds nus dans le sable humide, commençant au bord de l'eau et se dirigeant vers l'intérieur des terres en une trajectoire droite. Humaine, de taille adulte, chacune bien définie, les orteils et le talon clairement dessinés, comme s'ils avaient été pressés dans le sable quelques instants plus tôt. Elle ne ressemblait pas aux marques désordonnées et superposées que laissaient les familles lorsque les enfants couraient dans les bas-fonds. Celle-ci était soignée, régulièrement espacée, presque délicate. Sophie fronça les sourcils et rapprocha le bateau, échouant doucement la proue sur la plage. Elle descendit, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sable gorgé d'eau, et s'accroupit près de la première empreinte. Le détail était troublant. Les formes des orteils, une légère voûte plantaire, la boule du pied arrondie, non déformée par une chaussure. « Bonjour », appela-t-elle, tournant la tête vers la lisière des arbres. « Gardienne du parc, y a-t-il quelqu'un ici ?» Silence. La forêt au-delà de la bande étroite de plage était épaisse, les branches enchevêtrées, le sous-bois sombre. Aucune tente ne perçait à travers les arbres. Aucun vêtement ne pendait à des lignes de fortune. Aucune voix ne répondit. Elle suivit les empreintes. Elle continuait en ligne droite sur la plage. Chacune de la même taille, de la même profondeur. Aucune trace de traînée, aucun signe de trébuchement. Ceux qui les avaient faites avaient marché avec des pas calmes et sans hâte. Le sable devenait plus sec à mesure qu'elle s'éloignait de l'eau, et les impressions devenaient légèrement moins profondes, mais restaient claires. À environ 6 mètres à l'intérieur des terres, les empreintes s'arrêtaient simplement. Il n'y avait ni roche, ni bûche, ni changement soudain de terrain. Un pas, puis rien. Du sable nu. Intact. Sophie resta là, fixant la dernière empreinte. Son esprit fournissait automatiquement des explications. La personne avait marché sur une parcelle de sol plus dur qui ne gardait pas les impressions. Elle avait fait demi-tour brusquement et retraversé ses propres pas. Elle avait sauté sur le côté, atterrissant dans un endroit où le sable était trop ferme pour le montrer. Elle chercha ses signes. Rien. Le sable autour de la dernière empreinte était principalement uniforme. Une légère croûte sur une humidité plus sombre. Aucune perturbation légère, aucun frottement, aucune herbe écrasée là où la plage se fondait dans les buissons bas. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Elle recula et prit des photos avec son téléphone. Documentation d'abord, spéculation ensuite. Lorsqu'elle revint au bateau, elle consigna l'observation sur son bloc-notes.
Série unique d'empreintes de pieds nus émerge de l'eau, se terminant au milieu de la plage sans motif de sortie claire. Aucun campeur observé. Temps calme, brume légère. À la fin de son service, elle en parla à son superviseur. Il écouta, les sourcils froncés, puis haussa les épaules. « Probablement quelqu'un qui s'amuse, » dit-il. « Tu sais comment les gens réagissent avec des empreintes mystérieuses. Peut-être qu'ils ont fait demi-tour dans leurs propres traces, et la brume a rendu ça difficile à voir. » Elle hocha la tête parce que c'était une explication qui s'intégrait dans leur monde de règles et de rapports et de temps limité. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans sa petite cabane de logement du parc, écoutant le vent traverser les pins, son esprit ne cessait de revenir à la dernière empreinte nette dans le sable immaculé au-delà. 2 semaines plus tard, elle les revit. Cette fois, c'était sur la rive et, dans une petite baille où la pente du terrain créait une courbe de plage douce et invitante. Le jour était ensoleillé, le ciel d'un bleu dur, l'eau rejetant des éclats de lumière. Sophie venait de terminer la vérification d'un campement autorisé au bord du lac et retournait vers le corps principal de Shoshone lorsqu'une ligne pâle sur le sable lointain attira son regard. Elle réduisit les gaz et dirigea le bateau vers elle. Alors que le bateau s'approchait, son estomac se serra. Les empreintes étaient indéniables, même de loin, maintenant qu'elle savait quoi chercher. Pieds nus, même taille, même espacement régulier, émergent une fois de plus de la ligne de flottaison, comme si leur auteur était sorti directement du lac. Elle les suivit avec réticence cette fois, une partie d'elle espérant trouver une cause évidente qui rendrait le premier incident trivial en rétrospective. Une farce. Une baignade égarée depuis un camp à proximité. Elles ne le firent pas. Les empreintes remontaient la plage, s'arrêtaient à 4,5 mètres de l'eau et disparaissaient dans le sable intact. Aucun campement à proximité. Aucun kayak échoué. La zone de nuit désignée la plus proche était à 1,5 km et elle venait de la quitter. Ses occupants étaient des pêcheurs en gilet lourd, leur équipement étalé en pleine vue. Sophie prit plus de photos. Elle mesura la distance entre les empreintes, confirma qu'elle correspondait au motif précédent à quelques centimètres près. Elle consigna le deuxième événement, plus en détail cette fois. 2 points de données formaient une ligne, même si personne n'aimait la direction qu'elle indiquait. Lorsqu'elle en parla à nouveau lors de la réunion hebdomadaire, quelques gardiens firent des blagues. Des fantômes du lac, des nageurs invisibles. Ses superviseurs suggérèrent que ce pouvait être la même personne, un excentrique local qui aimait les baignades matinales et avait découvert un moyen de marcher assez légèrement pour les confondre. Sophie ne rit pas. L'idée que quelqu'un connaisse suffisamment l'horaire des patrouilles pour laisser ses empreintes à plusieurs endroits sans jamais être vue ne la réconfortait pas. La 3e fois, elle faillit faire semblant de ne pas les voir. C'était mi-août. Une brume dense et basse s'était installée sur l'eau pendant la nuit, plus épaisse que tout ce qu'elle avait vu cet été-là. Sa patrouille la mena le long de la rive sud, où des bailles et des criques peu profondes se pliaient dans les terres comme des coupes soigneuses dans le tissu. Le monde s'était à nouveau réduit à son bateau, l'anneau immédiat de brume et les contours fantomatiques occasionnels des arbres. Elle venait de signaler sa position par radio. Vérification standard, rien d'inhabituel. Lorsque le bateau glissa devant une langue de terre étroite s'avançant dans le lac. À travers une brèche dans la brume, elle vit la courbe pâle du sable. Et sur celui-ci, la ligne désormais familière de dépression s'éloignant de l'eau. Elle sentit l'envie d'appuyer sur l'accélérateur et de continuer, de faire semblant de ne pas avoir remarqué. Au lieu de cela, le devoir et la curiosité firent ce qu'ils faisaient toujours. Ils tournèrent la roue. Elle échoua le bateau et descendit, la brume tourbillonnant autour de ses genoux. Les empreintes étaient plus fraîches cette fois, des gouttes d'eau s'attardant encore faiblement dans les parties les plus profondes, comme si celui qui les avait faites venait de sortir de l'eau. Elle se pencha et toucha le bord de l'une d'elles. Le sable était froid et lisse, pas encore séché par la faible lumière. « Bonjour », appela-t-elle, plus fort que d'habitude. « Ici, zone de patrouille restreinte. Si quelqu'un est là, vous devez vous manifester. » La brume avala sa voix. Elle lui revint en écho étouffé, si doux qu'elle crut presque entendre une seconde personne répéter ces mots depuis beaucoup plus loin à l'intérieur des terres. Sa radio grésilla faiblement sur son épaule, puis se tut à nouveau. Elle suivit les traces, comptant chaque pas pour empêcher ses pensées de s'emballer. 7, 8, 9. Au 10e, elles s'arrêtèrent en plein milieu d'une enjambée, une seule empreinte devant la dernière paire, puis plus rien. Elle se tenait à cette marque finale, tournant prudemment en un cercle lent, scrutant la brume. La rive de chaque côté était lisse, ininterrompue. Le lac derrière elle gisait immobile, disparaissant dans le blanc à une courte distance du rivage. La forêt devant n'était guère plus que des taches plus sombres. Pour la première fois, elle considéra que peut-être la ligne qu'elle avait toujours supposée exister entre elle et le lac était plus fine qu'elle ne le pensait.
qu'il y avait peut-être des motifs et des racines ici qu'elle ne comprenait pas. Des chemins qui ne suivaient pas les règles du sable, de l'eau et du poids. La Radio Gresilla. Sophie, vérification d'état, vint la voix de son superviseur. Ton signal est un peu faible. Tout va bien là-bas? Elle porta le combiné à sa bouche, les yeux toujours fixés sur l'étendue vide devant elle. Oui, dit-elle. Je suis sur la rive sud. J'ai trouvé plus de ces empreintes. Il y eut une pause. Puis copier. Quand tu rentreras, laisse-nous extraire ta trace GPS et voir s'il y a quelque chose d'anormal dans la zone. Peut-être qu'il y a une sorte de motif d'érosion bizarre. Elle faillit lui dire que l'érosion ne laissait pas de marque de doigts de pied individuels. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle accepta, prit ses photos et retourna au bateau sans regarder à nouveau les empreintes. Cette nuit-là, elle étala toutes les photos imprimées sur sa petite table de cuisine, 3 séries de traces dans 3 criques différentes. Côte à côte, les similitudes étaient frappantes. Même forme de pied, même foulée approximative, même émergence de l'eau, une fin abrupte à l'intérieur des terres. Si c'était une personne, elle était étrangement cohérente. Si c'était une sorte de canular, il était élaboré et parfaitement synchronisé avec ses patrouilles. Sur une impulsion, elle consulta une base de données internes de rapports d'incidents historiques. Le système lui permettait de rechercher par mots-clés et par lieu. Elle tapa « Shoshone empreinte trace » en diverses combinaisons et fit défiler les résultats. Un rapport enfoui sous une décennie d'entrées de routine attira son attention. Un gardien du lac, 15 ans plus tôt, avait consigné des traces humaines inhabituelles semblant émerger de l'eau près de la crique ouest, se terminant brusquement. Aucun campeur associé. La note se terminait par une ligne qui fit frissonner Sophie. Possiblement liée à l'incident de noyade de 196 dans la même zone, recommande une surveillance. Elle creusa plus profondément. De vieux dossiers papier dans un classeur jauni par l'âge racontaient le reste. Un pagayeur solitaire, dans la vingtaine, réputé bon nageur, avait disparu lors d'un orage soudain. Son kayak retourné s'était échoué près de la première crique où Sophie avait trouvé les empreintes. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Dans les mois qui suivirent, 2 gardiens différents avaient consigné des empreintes de pieds nus inexpliquées dans cette zone. Puis les entrées s'étaient arrêtées. Peut-être était-ce une coïncidence. Les lacs prenaient des vies. Les courants et le froid pouvaient maintenir un corps sous l'eau plus longtemps que quiconque ne voulait l'admettre. Les traces s'effaçaient. Le personnel changeait. Les histoires s'estompaient. Mais dans les semaines qui suivirent, Sophie se surprit à hésiter chaque fois que sa patrouille l'amenait près de ces criques. Elle faisait toujours son travail. Elle vérifiait les campements, scannait les lisières des arbres et surveillait les feux non autorisés. Pourtant, elle gardait son bateau un peu plus éloigné du rivage. Lorsqu'elle devait accoster, elle le faisait rapidement, efficacement, ses yeux passant du sable à l'eau, à moitié attendant de voir une nouvelle ligne d'empreintes se former sous ses yeux. Tard dans la saison, alors que les premières touches de l'automne aiguisaient l'air, elle arriva à la crique ouest originale à l'aube. La brume était plus légère qu'elle ne l'avait été lors des visites précédentes, étirée fine comme de la gaze. Alors qu'elle s'approchait, elle vit clairement la rive. Aucune empreinte ne marquait le sable. Un soulagement desserra quelque chose dans sa poitrine. Elle coupa le moteur, dérive plus près, profitant un instant du calme simple. Puis, alors qu'elle regardait, la première impression se forma. Le sable s'enfonça près de la ligne de flottaison, comme pressé par un talon invisible. Il s'approfondit, s'arrondit, les orteils s'imprimant un après l'autre en un mouvement lisse et délibéré. Une empreinte de pied nu complète apparut, là où, quelques secondes plus tôt, il n'y avait que du sable intact. Son soufflé se bloqua. Le bateau oscilla sous son poids changeant. Une autre empreinte apparut à une courte distance de la première, se formant sous aucun poids visible. Puis une autre, une ligne, se déplaçant progressivement sur la plage vers l'endroit où toutes les autres séries s'étaient terminées. Elle n'appela pas cette fois. Elle ne descendit pas du bateau. Elle resta parfaitement immobile, les mains agrippant les côtés de la coque si fort que ses doigts lui firent mal, et regarda jusqu'à ce que la dernière empreinte se forme et que le chemin du marcheur invisible se termine au point arbitraire familier au milieu de la plage. L'air sembla soudain plus froid. La brume, aussi fine qu'elle était, semblait se presser plus près autour d'elle. Sa radio resta silenciosa. Elle fit doucement marche arrière, éloignant le bateau du rivage, réticente à tourner le dos à la Seine jusqu'à ce que la distance et l'angle rendent les empreintes petites, puis invisibles. Plus tard, lorsqu'elle essaya de décrire ce qu'elle avait vu, les mots lui parurent inadéquats, comme essayer d'expliquer un cauchemar à quelqu'un qui n'en avait jamais fait. Elle le consigna quand même, parce que c'était ce que faisaient les gardiens. Ils écrivaient les choses, même celles qui n'avaient pas de sens. Dans les années qui suivirent,
Les nouvelles recrues lui demandèrent quelle partie de Shoshone il valait mieux éviter par mauvais temps, où il fallait être particulièrement prudent avec les bateaux et les campements. Elle parla des changements soudains de vent, des plateaux sous-marins traîtres et de l'importance de porter des gilets de sauvetage. Puis, presque comme une réflexion après coup, elle ajoutait une instruction supplémentaire. « Et si jamais vous accostez sur une plage là-bas, disait-elle, et que vous voyez une seule ligne d'empreintes de pieds nus sortant de l'eau et s'arrêtant à mi-chemin des arbres, ne partez pas à la recherche de celui qui les a faites. » Elle ne disait jamais pourquoi. Elle ne leur parlait pas des pas invisibles pressant la réalité en forme devant ses yeux. Elle ne leur parlait pas du vieux rapport de noyade ou des gardiens avant elle qui avaient écrit des notes similaires avant de continuer leur saison, comme si le lac n'avait pas silencieusement tendu la main et touché la rive avec des pieds humains. Certaines choses, elle les avait apprises. Le parc ne voulait pas d'explication. Il voulait seulement qu'on en soit témoin et qu'on s'en souvienne. Nathan aimait plaisanter en disant que l'ancienne cabane de patrouille à l'est du parc avait plus d'ancienneté que lui. Il était gardien à Yellowstone depuis 12 ans. La cabane était là depuis près de 80 ans. Elle se trouvait au bout d'un sentier étroit, à 2,5 km de la route principale que la plupart des visiteurs empruntaient. Assez proche pour servir d'abri d'urgence, mais assez éloigné pour que seuls les randonneurs sérieux la découvrent par hasard. Aux yeux d'un observateur occasionnel, ce n'était qu'une autre structure historique nichée dans les arbres. Pour Nathan, c'était un point de contrôle sur ses rondes, un endroit pour faire le plein d'eau depuis le tonneau de pluie, signer le livre de bord et s'assurer que personne n'avait forcé l'entrée. La première fois qu'il l'avait vue lors de sa saison de rookie, la cabane lui avait semblé réconfortante. 4 rondins grossièrement équarris, un toit en tôle, une petite fenêtre et une porte lourde avec une targette en métal. À l'intérieur, il y avait une couchette, une table et une étagère avec quelques fournitures d'urgence. Bandages, comprimés de purification d'eau, un petit poêle et un manuel de premiers secours usés, imprimé des décennies avant sa naissance. Un cahier à spirale reposait sur la table avec un stylo. Chaque gardien qui passait ajoutait la date, l'heure et tout incident notable. Au fil des ans, l'endroit était devenu une partie de la carte mentale de Nathan dans le parc. L'un des points fixes sur lesquels il pouvait compter dans un paysage qui changeait à chaque saison. La neige pliait les arbres, les incendies remodelaient les flancs de collines, les rivières déplaçaient leurs berges, mais la cabane restait. Lorsqu'un orage survenait plus vite que prévu, il s'y réfugiait, secouait la pluie de sa veste et attendait le pire en écoutant le tambourinement de l'eau sur le toit. Il lui fallut presque une décennie pour réaliser que quelque chose n'allait pas. La première étrangeté était subtile, facile à ignorer. Il arriva un après-midi venteux de juin, fatigué après une longue boucle qu'il avait menée à 3 campements en arrière-pays et à une jonction de sentiers isolés. Le ciel était de ce gris lourd d'été qui promettait un orage avant la soirée. Lorsqu'il franchit la dernière petite crête et aperçut la cabane, il remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Il fronça les sourcils. Les gardiens la verrouillaient toujours en partant. Ce n'était pas censé être un refuge libre d'accès. Une utilisation non autorisée signifiait des fournitures manquantes. Le vandalisme, parfois pire. Il s'approcha silencieusement, écoutant les mouvements à l'intérieur. Une main sur la radio accrochée à son épaule, l'autre près de la bombe anti-ours à sa hanche. Gardien du parc, appelait-il à quelques mètres de distance. Si quelqu'un est à l'intérieur, annoncez-vous. Silence. Aucun bruit de bottes, aucune voix surprise, aucun mouvement précipité, juste le murmure lointain du vent dans les arbres et le tic-tac plaintif du toit en métal se dilatant sous la chaleur. Il poussa doucement la porte, s'attendant à moitié à trouver un randonneur endormi sur la couchette ou un couple qui aurait trouvé romantique de passer la nuit dans une cabane de gardien historique. Au lieu de cela, l'intérieur semblait intact. La couchette était faite. Le poêle reposait proprement sur la table. Les étagères étaient approvisionnées exactement comme il s'en souvenait. La seule chose hors de place était le livre de bord, ouvert au milieu de la table au lieu d'être fermé. Il entra, vérifia les coins, puis s'approcha du cahier. La dernière entrée était la sienne, datée de 4 jours plus tôt. Il feuilleta avant et arrière, cherchant toute nouvelle écriture. Rien. C'était comme si personne n'était venu ici depuis sa dernière visite, mais quelqu'un s'était approché assez près pour ouvrir la porte et déranger le livre. Il l'attribua au vent. Peut-être qu'une rafale avait forcé la porte à s'ouvrir lorsque le loquet n'avait pas complètement pris. Peut-être qu'une souris avait légèrement déplacé le cahier. Les petites choses pouvaient s'additionner pour donner une impression étrange quand on était fatigué. Il ferma fermement la porte, vérifia le verrou, signa la date actuelle dans le livre de bord et partit. 2 semaines plus tard, il revint. Cette fois, la porte était fermée. Le verrou était en place, mais lorsqu'il poussa la porte vers l'intérieur, il sut immédiatement que quelqu'un était passé par là. La couverture de la couchette était froissée,
non de la manière négligente dont le vent ou la poussière déposée dérangeaient les choses, mais avec une dépression en forme de corps distincte au centre. L'oreiller avait une tache légèrement plus foncée, comme si une tête s'y était récemment reposée. Sur la table, à côté du livre de bord, gisait un emballage alimentaire vide d'une marque que le parc ne stockait dans aucune de ses caches d'approvisionnement. Il soupira et sortit son téléphone pour prendre une photo. Utilisation non autorisée, encore. Il devrait faire un rapport. Cela arrivait. Les gens se faisaient surprendre par des orages, paniquaient et cédaient eux-mêmes. C'était toujours un problème, mais c'était un problème familier. Il ouvrit le livre de bord, répétant déjà le rapport d'incident dans son esprit. La dernière entrée n'était pas la sienne cette fois. D'une écriture soignée et serrée, quelqu'un avait écrit une date de 2 nuits plus tôt. Pas de nom, pas de numéro de badge, juste une seule ligne. Pluie toute la nuit. Bon d'être à l'intérieur. La ligne de signature était vide. Nathan fixa l'entrée. Chaque gardien du district connaissait le format qu'ils étaient censés utiliser. Nom, heure, itinéraire, note. Même dans la précipitation, on griffonnait au moins des initiales. Cela semblait délibéré, comme si quelqu'un avait voulu simuler une entrée officielle sans s'engager pleinement. Il vérifia avec le bureau ce soir-là par radio. Personne d'autre n'avait été programmé dans ce secteur. Personne n'avait signalé avoir utilisé la cabane. Le superviseur lui dit de garder un œil dessus, mais de ne pas perdre le sommeil pour un randonneur désespéré se réfugiant de la pluie. Il essaia. Pendant un moment, il réussit. Cet été-là, il visita la cabane au moins une fois par semaine. Parfois, l'intérieur semblait intact. Parfois, il trouvait de petits signes d'utilisation. Une chaise légèrement déplacée, une tasse hors de place, une faible odeur de fumée de bois éteint sans cendre dans le poêle pour le justifier. À chaque fois, le livre de bord avait de nouvelles entrées éparses. 2 jours ici. Calme. Personne n'est venu. En sécurité ici. Nathan commença à photographier chaque page sur son téléphone. L'écriture changeait subtilement entre les entrées, comme si l'auteur ajustait sa prise ou son rythme, mais la phraséologie étrange restait cohérente. Pas de date au-delà d'un simple mois et jour. Pas d'identifiant. Aucune reconnaissance que ce qu'il faisait était contre les règles. Cela le dérangeait plus que cela n'aurait dû. Le parc était immense. Les gens enfreignaient les règlements mineurs tout le temps. Ce qui lui restait sous la peau était cette sensation de quelqu'un délibérément occupant un espace de gardien, imitant le protocole des gardiens, essayant de se faufiler entre les fissures. Fin août, il décida de la surveiller. Il planifia ses rondes de manière à pouvoir atteindre la cabane en fin d'après-midi et y rester toute la nuit. Une nuitée non officielle justifiée par la distance jusqu'à sa prochaine zone de patrouille. Il en obtint l'autorisation de son superviseur, qui haussa les épaules et lui dit de profiter de l'hébergement gratuit. Nathan arriva juste au moment où le soleil commença à descendre derrière la ligne de crête. La cabane semblait comme toujours de l'extérieur, un petit rectangle sombre contre les arbres. Cette fois, la porte était verrouillée, la targette correctement sécurisée. Il la déverrouilla avec sa clé, entra et sut immédiatement qu'il n'était pas le premier à franchir cette porte ce jour-là. La couverture sur la couchette était soigneusement pliée, non avec le pli légèrement de travers qu'il utilisait, lui et ses collègues, pour ranger. C'était précis, les coins nets, presque militaires. Sur la table se trouvait le livre de bord, et à côté, une seule cuillère en métal. La cuillère n'avait pas sa place là. L'inventaire de la cabane était court et statique. 3 tasses, une poêle usée, une bouilloire, le poêle, pas de couvert en vrac. La cuillère semblait neuve, brillante, avec une petite bosse sur le bord où quelqu'un avait mordu trop fort à un moment donné. Il la prit avec 2 doigts et la retourna. Sur le dos, près du manche, quelqu'un avait gravé un mot dans le métal avec quelque chose de pointu. Au début, dans la lumière tamisée, il crut que c'était une marque de fabricant. Puis il lut « Reste ». Les poils de ses bras se dressèrent. Il reposa la cuillère et se força à accomplir les gestes habituels. Verifier la couchette. Vérifier le poêle. Vérifier les étagères. Tout le reste était comme il se devait. Il ouvrit le livre de bord. La dernière entrée, écrite de la même écriture serrée qu'avant, était datée de ce matin-là. La pluie arrive. Reviens bientôt. Il la fixa et sentit quelque chose glisser de l'inconfort vers la colère. Quelqu'un utilisait sa cabane comme une cachette privée, assez confiant pour laisser des messages, assez malin pour ne jamais être présent à son arrivée. Il décida qu'il serait là quand il reviendrait. Il signa son propre nom et l'heure dans le livre, ajouta une note sur l'utilisation non autorisée précédente restant sur place pour enquêter, puis s'installa. Il poussa la table contre le mur opposé à la porte afin de pouvoir s'asseoir sur la couchette avec une vue dégagée de l'entrée.
Il éteignit la lanterne pour économiser le carburant et laissa ses yeux s'adapter à l'obscurité. Dehors, le ciel passa du gris au bleu profond puis au noir. La pluie commença, douce au début, puis régulière, tambourinant sur le toit. Les heures passèrent. Il écouta l'orage et le craquement occasionnel des rondins en refroidissant. La cabane sentait le vieux bois, la laine humide et la légère odeur métallique de la cuillère qu'il pouvait encore voir briller près du livre de bord. Ses paupières devinrent lourdes. Il les força à rester ouvertes. 2 fois, il se surprit à dériver, les bords de sa vision s'adoucissant. Peu après minuit, il entendit le premier son qui n'avait pas sa place. Un pas sur le porche. Léger, prudent, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Le motif était incorrect pour un animal, pas assez lourd pour un ours, pas assez précipité pour de plus petites créatures cherchant un abri contre la pluie. Cela ressemblait à quelqu'un qui savait se déplacer silencieusement, mais les vieilles planches sous la porte le trahissaient de toute façon. Nathan resta immobile. Il observa la fente sous la porte. Une fine ligne de noirceur plus pâle s'ouvrit lorsque la lumière extérieure d'un éclair lointain flasha. Le loquet gronda. Il réalisa avec une clarté froide et soudaine qu'il avait verrouillé la porte derrière lui et mis la targette. Quiconque était dehors n'avait aucune raison de s'attendre à ce qu'elle soit aussi sécurisée. Il s'était habitué à entrer et sortir discrètement. Le loquet gronda à nouveau, plus insistant. Puis un léger coup, presque poli. Chaque partie de sa formation lui disait de parler, de s'identifier, d'éviter d'escalader une situation dans une zone isolée. Un autre instinct, plus ancien et moins civilisé, lui disait de rester silencieux. Il trouva un compromis. Ici, poste de gardien du parc, aplatait-il, sa voix calme. Identifiez-vous. Les coups cessèrent. Pendant un moment, il n'entendit que la pluie. Puis une voix étouffée à travers le bois. Vous êtes en avance. Le ton était conversationnel, presque amical. Le pronom lui resta en tête. Pas « je suis en avance ». Vous êtes en avance. Comme si un horaire avait été perturbé. Cette cabane n'est pas pour un usage public, dit Nathan. Vous devez vous éloigner de la porte. Il y eut une pause. Puis la voix parla à nouveau. Personne ne vient ici la nuit, dit-elle. Sauf vous. Sa main se dirigea vers sa radio, les doigts se resserrant autour. L'orage pouvait interférer, mais il devait essayer. Avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, la voix continua. Plus basse maintenant, comme si celui qui était dehors s'était penché plus près du bois. Tu dors 3 heures, dit-elle. Parfois 4. Tu parles en dorment. L'estomac de Nathan se retourna. Il n'y avait pas de fenêtre du côté où se trouvait sa couchette. La seule façon de l'observer en train de dormir était à travers la petite vitre à l'avant, et il tirait toujours le rideau la nuit. Il n'avait jamais vu de signe que quelqu'un avait regardé à l'intérieur. Il alluma la lanterne de sa main libre, ayant plus besoin de lumière qu'il ne se souciait d'économiser le carburant. La cabane se remplit d'une lueur chaude. La cuillère brillait sur la table. Les mots gravés dedans semblaient plus sombres maintenant. « Éloignez-vous de la porte », répéta-t-il plus fort. « C'est votre dernier avertissement. » Dehors, le porche craqua sous un déplacement de poids. Le loquet gronda une fois de plus, puis s'arrêta. Il entendit des pas à nouveau, s'éloignant cette fois. Pas de bruit de course à travers les sous-bois. Pas de précipitation paniquée, juste des pas mesurés s'évanouissant dans la pluie. Il resta là, entièrement habillé, bottes aux pieds, jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir et que le tambourinement de l'eau sur le toit s'adoucisse. À l'aube, il ouvrit la porte lentement, bombe anti-ours à la main. Le porche était humide, mais ne montrait aucune empreinte claire. La pluie avait déjà estompé les quelques signes qu'il aurait pu y avoir. Il descendit, scanna la zone et ne trouva qu'une seule preuve tangible. Par terre, à côté de la dernière marche, gisait une deuxième cuillère identique à la première. Même petite bosse, même poids. Sur son manche, gravé plus profondément cette fois, se trouvait un mot différent. Bientôt. Nathan ramassa les 2 cuillères, les mit dans un sac et partit en randonnée. Au bureau du district, il déposa un rapport formel. Les forces de l'ordre prirent les ustensiles, ne relevèrent aucune empreinte utilisable et haussèrent les épaules de cette manière que les gens ont quand l'inquiétant ne s'intègre pas dans les actions immédiates. La cabane resta en service. La politique ne changea pas officiellement, c'était une ressource de sécurité importante. Officieusement, la plupart des gardiens commencèrent à éviter les nuits sur place. Ils ne disaient pas pourquoi. Ils ajustaient simplement les itinéraires quand ils le pouvaient. Un mois plus tard, une opération de recherche et sauvetage mit en lumière la vérité, du moins une partie. Une famille ne revint pas d'une randonnée de plusieurs jours.
Leur voiture était restée intacte au départ du sentier. Des gardiens, dont Nathan, furent appelés pour peigner la zone. Le deuxième jour, ils trouvèrent la mère et un enfant en vie, mais déshydratés près d'un ruisseau à plusieurs kilomètres de leur itinéraire prévu. Le père et le fils aîné étaient portés disparus. Dans les déclarations prises plus tard, la mère mentionna un homme serviable qui était apparu leur deuxième nuit. Il s'était approché de leur campement silencieusement, avait offert des conseils sur un raccourci vers une crête pittoresque et leur avait parlé d'une vieille cabane où ils pourraient dormir si le temps se gâtait. Il avait parlé en phrases courtes et prudentes, comme s'il récitait un script. Il connaissait l'horaire des gardiens, dit-elle. Il savait quand les gens seraient à proximité et quand ils ne le seraient pas. Il a dit que la cabane était sûre, murmura-t-elle. Il a dit « Personne ne vient là la nuit, sauf lui ». Elle ne pouvait pas décrire clairement son visage. Chaque fois qu'elle essayait, les souvenirs glissaient, ne laissant que des impressions. L'éclat du métal alors qu'il remuait quelque chose dans une casserole. Le tintement doux des cuillères. La façon dont il semblait les observer, même quand ils regardaient vers le bas. Les équipes de recherche trouvèrent le père et le fils aîné 3 jours plus tard dans un ravin hors du raccourci non marqué. Leurs blessures suggéraient une chute. Que ce soit un accident ou autre chose, personne ne pouvait le dire. Ce qui resta avec Nathan était ce qu'ils trouvèrent près des corps. Dans une petite dépression où quelqu'un avait clairement campé avant l'accident, ils découvrirent une cache enterrée, une bâche, quelques boîtes de conserve et une tasse en métal. À côté, à moitié recouverte de terre, gisait une 3e cuillère. Sur le manche, gravé assez profondément pour déformer le métal, se trouvaient 2 mots, « Tu restes ». Après cela, la cabane fut enfin mise sur la liste des fermetures. Les raisons officielles invoquaient des préoccupations structurelles, des installations obsolètes et l'allocation des ressources. Officieusement, personne ne voulait offrir à un homme qui connaissait les schémas de patrouille et préférait la compagnie des désespérés à un refuge tout près. La cabane fut démantelée l'été suivant. Nathan regarda les rondins tomber, le toit être arraché, la couchette qui lui avait autrefois semblé si réconfortante réduite en bois de construction. Les ouvriers emportèrent tout par mulets et camions. Ils pensaient avoir pris chaque morceau. Des semaines plus tard, en passant devant la clairière désormais vide, Nathan s'arrêta par habitude. Les marches du porche avaient disparu. Le tonneau de pluie avait disparu. Seul un rectangle pâle de terre aplati subsistait là où la structure s'était tenue. Quelque chose brilla près du bord de la clairière, à moitié caché par l'herbe. Il s'approcha et s'agenouilla. C'était une autre cuillère, comme les autres. Même bosse, même poids, même message gravé à la main. Celle-ci n'avait pas de mots, juste une série de lignes gravées encore et encore au même endroit, assez profondément pour courber le métal en une légère courbe. Lorsqu'il la retourna, le motif attrapa la lumière, et pendant une seconde, ressembla presque à des lettres essayant de se former et échouant. Il la laissa là. Dans l'entrée du livre de bord de ce jour-là, il écrivit seulement « Site de la cabane dégagée, aucune structure restante ». Il ne mentionna pas la cuillère. Il ne mentionna pas le sentiment que ceux qui avaient utilisé la cabane comme abri, ceux qui avaient étudié les horaires et copié l'écriture et observé les gardiens endormis, ne dépendaient pas des murs ou d'un toit. Les structures pouvaient être démantelées. Les habitudes et les schémas étaient plus difficiles à abattre. Émilie avait toujours imaginé que travailler comme gardienne en arrière-pays signifierait la solitude dans le meilleur sens du terme. De longues randonnées à travers une nature intacte, des nuits passées dans des cabanes avec rien d'autre que le son du vent dans les pins, et ce genre de silence qui permettait d'entendre ses propres pensées sans interférence. Elle avait obtenu son diplôme de l'école forestière en mai 2017, postulé dans chaque parc national qu'il accepterait, et lorsque Yellowstone lui offrit un poste saisonnier pour patrouiller dans les campings isolés de la région de Toro Far, elle accepta avant même qu'ils aient fini de lire la lettre d'offre. Ses parents s'inquiétaient. Ses amis lui demandaient pourquoi elle voulait passer des mois seule au milieu de nulle part. Émilie leur disait que c'était exactement ce dont elle avait besoin après 4 ans de dortoir bondé et de bruit constant. Elle voulait de l'espace. Elle voulait du silence. Elle voulait prouver qu'elle pouvait gérer un travail exigeant autonomie et sang-froid. Toro Far était l'une des zones les plus isolées des 48 États inférieurs, accessible uniquement par des randonnées de plusieurs jours ou à cheval. La plupart des visiteurs qui s'aventuraient aussi loin étaient des randonneurs sérieux, du genre à porter du spray anti-ours et à savoir comment suspendre correctement la nourriture. Le travail d'Émilie consistait à vérifier les permis, s'assurer que les campeurs suivaient les principes de « ne laisser aucune trace » et signaler tout problème au bureau du district principal via un téléphone satellite. La station de gardien où elle vivait était une petite structure en rondin avec un poêle à bois, une couchette et suffisamment de provisions pour tenir 2 semaines entre les voyages de réapprovisionnement. Elle l'aima immédiatement. Sa première semaine se passa sans incident.
Elle parcourut les itinéraires de patrouille, se présenta à quelques groupes campés près des sentiers et passa ses soirées à écrire dans un journal à la lumière d'une lanterne. L'isolement lui semblait libérateur, pas effrayant. Le 8e jour, elle rencontra un campeur solitaire sur l'un des sites désignés, près de la limite sud de son district. Il était installé sous un groupe de pins, sa tente d'un verre passé se fondant presque trop bien dans le sol de la forêt. Un petit feu de camp brûlait dans le cercle de pierre, et il était assis à côté sur une souche, les mains posées sur ses genoux, regardant les flammes avec une expression qui semblait répéter. Émilie s'approcha avec le ton amical, mais professionnel qu'elle avait pratiqué. Elle le salua, demanda à voir son permis et engagea une conversation sur la météo. Il répondit par des phrases courtes et nettes qui semblaient préparées à l'avance. « Je m'appelle David, dit-il. Je randonne depuis 3 jours. Je prévois de rester encore 2 avant de retourner vers le départ du sentier. » Tout ce qu'il disait était correct, poli, et légèrement décalé d'une manière qu'Émilie ne pouvait pas immédiatement identifier. C'était comme écouter quelqu'un réciter des lignes d'un script qu'il aurait mémorisé sans tout à fait le comprendre. Elle vérifia son permis. Il correspondait à son histoire. Les dates étaient valides, le camping correctement réservé. Elle le lui rendit, lui rappela de bien sécuriser sa nourriture la nuit et lui souhaita une bonne soirée. Alors qu'elle se retournait pour partir, il parla à nouveau. « Tu patrouilles cette zone tous les 3 jours, dit-il. Sa voix était calme, presque agréable. Tu arrives entre 14H et 16H, selon le nombre de sites que tu vérifies en premier. Émilie s'arrêta de marcher. Elle le regarda. Un fil d'inquiétude se resserra dans sa poitrine. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle, gardant un ton léger. Il inclina légèrement la tête, comme si la question le confusait. « Je fais attention, dit-il. C'est important de savoir quand les gardiens sont à proximité pour la sécurité. » Elle se dit que c'était une réponse raisonnable. Les campeurs dans les zones reculées notaient souvent mentalement les horaires de patrouille. Cela les aidait à se sentir en sécurité de savoir que quelqu'un passerait régulièrement. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, le manque d'expression dans sa voix, la façon dont ses yeux ne clignaient pas aussi souvent qu'ils auraient dû, lui donna envie de mettre de la distance entre eux. Elle hocha la tête, dit quelque chose sur la sécurité et continua sur le sentier. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière avant de tourner au coin, il était toujours assis sur la souche, les mains jointes, la regardant avec cette même expression immobile. 3 jours plus tard, elle revint dans cette section de son itinéraire. Elle s'attendait à ce que David soit parti. Son permis ne couvrait que 5 nuits au total, et selon ses calculs, il aurait dû plier bagages et commencer la longue randonnée de retour la veille. Mais lorsqu'elle s'approcha du site, sa tente était toujours là. Même position, même tissu vert passé, même feu de camp brûlant doucement dans le cercle de pierre. Et David était assis sur la même souche, dans la même posture, portant les mêmes vêtements qu'elle avait vus auparavant. Émilie sentit l'inquiétude revenir, plus aiguë cette fois. Elle s'approcha et le salua à nouveau, cette fois avec moins de chaleur. Elle lui demanda s'il avait prolongé son permis. Il la regarda longuement avant de répondre. « Non, dit-il. J'aime cet endroit. J'ai décidé de rester. » Elle lui expliqua que les permis en arrière-pays étaient strictement appliqués, que rester sans autorisation était une violation et qu'il devait soit partir en randonnée, soit contacter le bureau du district pour demander une prolongation. Il hocha lentement la tête, comme s'il absorbait une information qu'il n'avait jamais entendue auparavant, et dit qu'il s'en occuperait. Son ton était conciliant, mais son corps ne bougea pas. Il resta simplement assis, les mains jointes, le feu crépitant. Émilie consigna la rencontre et la signala par téléphone satellite ce soir-là. Le superviseur du district lui dit de vérifier à nouveau dans 2 jours. S'il était toujours là, ils enverraient quelqu'un pour l'escorter hors des lieux. Elle accepta. Mais cette nuit-là, allongée dans sa couchette alors que le poêle aboitiquait en refroidissant, elle ne pouvait chasser l'image de David assis parfaitement immobile, la regardant avec des yeux qui reflétaient la lumière du feu comme du verre. 2 jours plus tard, elle revint à pied. La tente était toujours là. Le feu brûlait. David était assis sur la souche. Cette fois, lorsqu'elle s'approcha, il sourit. « Émilie » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. Elle se figea. Elle ne lui avait jamais dit son nom. Il était brodé sur son uniforme au-dessus de la poche, mais l'angle et la distance lors de leur première rencontre auraient rendu difficile sa lecture. Et elle avait été prudente de ne pas se présenter par son nom après cette première rencontre. Une précaution qu'elle avait apprise pendant sa formation lorsqu'elle avait affaire à des personnes qui semblaient suspectes. « Tu dois partir », dit-elle, sa voix ferme. « C'est ton dernier avertissement. Si tu es encore ici demain, tu seras verbalisé et expulsé. » Il inclina à nouveau la tête, ce même geste mécanique. « Je sais quand tu viens, dit-il. Je sais quel sentier tu prends.
Je sais où se trouve ta cabane. Tu vis seul. Tu fais ton rapport au bureau tous les 3 jours, sauf en cas d'urgence. Personne ne remarquerait si tu manquais un rapport pendant un certain temps. La forêt autour d'eux devint silencieuse. Émilie réalisa qu'elle n'entendait plus les oiseaux. Elle n'entendait plus le vent. Juste le faible crépitement du feu et le son de son propre pouls martelant ses oreilles. Elle recula lentement, gardant les yeux sur lui, et ne se retourna que lorsqu'elle fut assez loin pour que courir ne déclenche pas immédiatement une réaction de poursuite. Elle ne s'arrêta de bouger que lorsqu'elle atteignit sa cabane, verrouilla la porte et attrapa le téléphone satellite. Le bureau du district envoya 2 gardiens armés le lendemain matin. Ils randonnèrent ensemble, et Émilie les mena jusqu'au site de camping. Lorsqu'ils arrivèrent, la tente avait disparu. Le cercle de feu était froid. Le sol où David s'était assis ne montrait aucun signe d'utilisation récente. Mais à l'emplacement où la tente avait été, pressée dans la terre, ils trouvèrent quelque chose qui retourna l'estomac d'Émilie. Une carte dessinée à la main, détaillée, précise, montrant sa cabane, ses itinéraires de patrouille, l'heure à laquelle elle partait et revenait habituellement, et des notes écrites en écriture serrée sur ses habitudes, ce qu'elle portait, ce qu'elle transportait, comment elle marchait, et au bas, une liste de noms avec des cocottes à côté. Son nom était à la fin, non coché. Ils fouillèrent la zone pendant des heures. Aucune empreinte ne menait hors du site. Aucune branche cassée n'indiquait une direction. C'était comme si David avait simplement cessé d'exister au moment où Émilie avait appelé à l'aide. Le superviseur du district contacta les forces de l'ordre et ils vérifièrent le nom et la description. Aucune correspondance, aucun permis enregistré sous ce nom dans un parc à proximité. Aucun dossier du tout. Émilie termina sa saison, mais demanda un transfert vers un poste en première ligne l'année suivante. Elle dit aux gens que c'était parce qu'elle voulait plus d'interaction humaine, que l'isolement n'avait pas été ce qu'elle attendait. Elle ne leur parla pas des cauchemars. Elle ne leur dit pas qu'elle regardait toujours par-dessus son épaule sur les sentiers ou qu'elle refusait de camper seule désormais. Des années plus tard, elle vit une affiche de personnes disparues dans une station de gardien dans le Montana. La photographie montrait une jeune femme souriante, vue pour la dernière fois lors d'une randonnée en solo dans le parc national des Glaciers. La description mentionnait qu'un autre randonneur avait signalé l'avoir vu parler à un homme dans un campement la veille de sa disparition. Le témoin avait dit que l'homme semblait étrange, trop calme, comme s'il lisait un script. Le témoin avait également mentionné que l'homme connaissait d'une manière ou d'une autre le nom de la femme, bien qu'elle ne se soit pas présentée. Émilie fixa cette affiche pendant longtemps, les mains tremblantes. Elle pensa à la liste qu'elle avait vue dans la terre, les noms avec des cocottes. Elle pensa au nombre de campements isolés qui existaient dans tant de parcs, à la facilité avec laquelle quelqu'un pouvait se déplacer entre eux, apprendre les habitudes, observer les routines, attendre le bon moment où personne ne remarquerait une disparition avant qu'il ne soit bien trop tard. Elle ne retourna jamais à Taureau Phare. Et quand les gens lui demandaient des conseils pour le camping en solo, elle disait toujours la même chose. Fais confiance à ton instinct. Si quelqu'un te semble suspect, il l'est probablement. Et si tu rencontres un jour un campeur qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, ne reste pas pour découvrir pourquoi. Pars immédiatement et ne te retourne pas. Certaines personnes ne sont calmes que parce qu'elles ont déjà décidé de ce qui va suivre. Aaron se targuait d'être le genre de gardien qui s'appuyait sur les faits. Il avait un diplôme en biologie de la faune, 3 certifications en pistage animalier et une bibliothèque de guides de terrain qui remplissait une étagère entière dans son logement de personnel. Lorsque les visiteurs venaient à lui avec des récits haletants sur des créatures étranges dans les bois, il écoutait poliment, posait des questions éclairantes, puis expliquait gentiment ce qu'ils avaient réellement vu. 9 fois sur 10, c'était un ours se tenant sur ses pattes arrière ou un wapiti se déplaçant dans les ombres. La 10e fois, c'était généralement le produit d'une imagination trop fertile et d'un manque de sommeil. Aaron aimait ce ratio. Cela rendait le monde ordonné, compréhensible et sûr. Yellowstone avait suffisamment de dangers réels. Les bisons pouvaient vous tuer. Les grizzlies pouvaient vous tuer. Tomber dans une source chaude pouvait vous tuer. Il n'était pas nécessaire d'inventer des monstres lorsque le parc avait déjà plus qu'assez de menaces légitimes pour garder les gens prudents. Aaron croyait en l'enseignement du respect pour les animaux réels, pas en l'alimentation de la paranoïa à propos de ceux qui étaient imaginaires. Cette croyance dura jusqu'à l'été de sa 8e saison, lorsque les rapports commencèrent à affluer depuis la plage nord, près du bord de la vallée de la Mare. La première plainte arriva à la mi-juin. Une famille campant près d'un départ de sentier avait plié bagages tôt, visiblement secoués, affirmant que quelque chose avait fait le tour de leur camp toute la nuit. Ils le décrivirent comme un ours, mais faux, trop grand lorsqu'il se tenait debout, des yeux qui reflétaient la lumière d'une couleur qu'ils ne connaissaient d'aucun animal. Un mouvement trop délibéré, trop curieux, comme s'ils les étudiaient plutôt que de chercher de la nourriture.
Aaron prit le rapport, posa les questions standards et le classa comme une rencontre probable avec un ours noir, exagéré par l'obscurité et la peur. Les ours noirs pouvaient être audacieux. Leurs yeux reflétaient parfois étrangement selon l'angle de la lampe torche. Les gens n'étaient pas doués pour estimer la taille ou le comportement lorsqu'ils étaient effrayés. Le deuxième rapport arriva une semaine plus tard. 2 randonneurs expérimentés, tous 2 dans la quarantaine, avec des décennies de voyages en nature sauvage à leur actif, signalèrent avoir entendu quelque chose de grand se déplacer parallèlement à eux sur un sentier de crête juste après le crépuscule. Ils dirent que cela avait gardé leur rythme pendant près d'1,5 km, cassant des branches à une hauteur qui semblait incorrecte pour tout quadrupède. Lorsqu'ils s'étaient arrêtés, cela s'était arrêté. Lorsqu'ils avaient braqué leurs lampes vers la lisière des arbres, ils avaient aperçu des aperçus de quelque chose de grand et de sombre qui se retirait trop doucement, comme s'ils comprenaient ce que signifiait la lumière. Aaron parcourut le sentier le lendemain avec une technicienne de la faune nommée Julia. Ils trouvèrent beaucoup de signes de wapiti, quelques crottes de grizzly relativement fraîches et quelques branches cassées qui auraient pu être causées par n'importe quoi, du vent à un orignal frottant son velours. Aucune empreinte définitive, aucun échantillon de poils, rien qui pointait vers quelque chose d'inhabituel. Les gens s'effraient, dit Julia en haussant les épaules alors qu'ils revenaient, surtout s'ils ont entendu des histoires avant même de mettre le pied sur le sentier. Aaron acquiesca. Il rédigea la rencontre comme étant probablement un grand ours, aucun comportement agressif, conseilla aux visiteurs le stockage approprié de la nourriture et la production de bruit. À la 3e semaine de juin, il avait consigné 6 rapports similaires, tous provenant de la même zone générale, décrivant tous quelque chose qui était presque, mais pas tout à fait, un ours. Les descriptions variaient légèrement. Certains disaient qu'il se déplaçait sur 2 jambes plus que sur 4. D'autres mentionnaient les proportions étranges de ses membres. Quelques-uns jurèrent avoir entendu imiter des appels d'animaux d'une manière qui semblait fausse. Mais le cœur était suffisamment cohérent pour qu'Aaron commence à sentir les bords de sa certitude s'effilocher. Il demanda la permission d'installer des pièges photographiques le long des racines les plus fréquemment mentionnées. Le parc approuva. Au cours de 2 jours, lui et Julia placèrent 8 caméras activées par le mouvement dans les arbres et sur des poteaux, orientées vers les sentiers de gibier et les clairières ouvertes où les animaux se déplaçaient généralement. Une semaine plus tard, ils récupérèrent les cartes mémoire. La plupart des images étaient exactement ce qu'Aaron attendait. Des wapitis, des cerfs-mulets, un coyote trottant au petit matin. Une caméra attrapa un ours noir fouillant près d'une bûche, parfaitement ordinaire à tous égards. Aaron se sentit justifié en cliquant sur image après l'image de faune familière faisant des choses familières. Puis il ouvrit le fichier de la caméra 6. L'horodatage indiquait 2h47. L'image montrait une clairière étroite bordée de pins, éclairée par le flash infrarouge de la caméra. Pendant la première seconde, l'image était vide. Puis, du côté gauche, quelque chose entra dans le cadre. Aaron mit la vidéo en pause et se pencha vers l'écran. La forme était grande, à peu près de la taille d'un grizzly mature, mais les proportions étaient fausses. Les épaules semblaient trop hautes. Les membres visibles dans le mouvement flou étaient allongés d'une manière qui ne correspondait à aucun ours qu'il ait jamais étudié. Elle traversa la clairière d'une démarche chaloupée, partiellement debout, la tête pivotant comme pour scanner la zone. Il passa la vidéo au ralenti. Les yeux de la créature reflétaient l'infrarouge avec une teinte verdâtre étrange. La fourrure, si c'en était, semblait hirsute et inégale. À un moment donné, elle s'arrêta au centre du cadre et se tourna vers la caméra, comme si elle sentait l'appareil. Pendant 3 secondes, elle resta complètement immobile, et Aaron put voir ce que les campeurs avaient voulu dire en disant que la posture était fausse. Ce n'était pas la stance décontractée d'un ours vérifiant ses alentours. C'était délibéré, calculé, de la manière dont une personne pourrait s'arrêter lorsqu'elle réaliserait qu'on l'observait. Puis, elle se mit à 4 pattes et sortit du cadre. Aaron rejoua la vidéo 5 fois de plus. Il l'envoya à Julia sans commentaire. Elle l'appela 10 minutes plus tard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Je ne sais pas, » admit-il. Ils passèrent en revue toutes les autres caméras. Une seule autre captura quelque chose de similaire. Une forme lointaine se déplaçant à travers les arbres au bord du cadre. Trop loin et trop rapide pour être analysé clairement. Mais la démarche était la même. La hauteur était la même. Aaron soumit les images au bureau de gestion de la faune du parc avec une note soigneusement rédigée. Animal non identifié de grande taille observé dans la plage nord, demande de consultation avec des spécialistes des mammifères. La réponse revint 2 jours plus tard. La spécialiste, une femme avec 30 ans d'expérience sur le terrain, examina les images et appela directement Aaron. « Je ne peux pas te dire ce que c'est, dit-elle. Mais je peux te dire que ce n'est pas un ours, pas un orignal,
pas un wapiti, et pas une espèce de primate documentée en Amérique du Nord. La structure des membres ne correspond pas. Si je devais deviner, je dirais que c'est une perspective très inhabituelle sur un animal connu, mais elle s'interrompit. Aaron attended. Mais ça ne se déplace pas comme tout ce que j'ai vu avant, termina-t-elle doucement. Garde tes caméras en place. Si tu obtiens des images plus claires, envoie-les immédiatement. Il le fit. Au cours des 2 semaines suivantes, les caméras capturèrent 3 autres clips. Chacun était bref, flou, décevant par son manque de conclusion. Chacun montrait les mêmes proportions étranges, la même démarche étrange, la même sensation que ce que c'était avait appris à se déplacer dans la forêt d'une manière qui le gardait juste hors de vue claire. Les rapports des visiteurs continuèrent. Maintenant, ils incluaient des mentions de vocalisation, des sons résonnants et bas qui commençaient comme le brame d'un wapiti mâle et se terminaient en quelque chose de plus proche d'un grognement. Un randonneur enregistra l'audio sur son téléphone. Aaron l'écouta avec des écouteurs, son estomac se nouant alors que le son changeait à mi-appel, glissant d'une signature d'espèce à une autre sans pause. « C'est de l'imitation », dit Julia lorsqu'il le lui fit écouter. « Certains animaux font ça. Les oiseaux lyres, les moqueurs, même certains perroquets. Pas les mammifères, dit Aaron. Et pas comme ça. Ce n'est pas de l'imitation pour l'accouplement ou le territoire. Ça ressemble à un test. » Elle ne discuta pas. Début juillet, Aaron et un gardien saisonnier nommé Marcus furent envoyés pour enquêter sur un rapport de tuerie de bétail sur une terre privée bordant le parc. Un éleveur avait perdu 2 veaux pendant la nuit, tous 2 retrouvés avec des blessures qui ne correspondaient pas au comportement typique des prédateurs. Les plaies étaient profondes, méthodiques, presque chirurgicales par endroits. Les carcasses avaient été partiellement déplacées, traînées sur une courte distance, puis abandonnées, comme si ce qui les avait tués avait perdu intérêt. Aaron examina les lieux pendant que Marcus prenait des photos. Les traces autour de la Seine étaient un désordre, piétinées par les bottes de l'éleveur et ses chiens. Mais au bord de la Seine, pressé dans la terre molle près d'un ruisseau, Aaron trouva une seule empreinte claire. Elle était grande, plus longue qu'une trace de grizzly, plus étroite, avec des marques de griffes qui s'étendaient plus loin que tout ours qu'il avait documenté. La structure de la patte était fausse, trop allongée. Les orteils étaient espacés d'une manière qui suggérait une répartition différente du poids. Il la mesura, la photographia, en fit un moulage en plâtre. De retour au bureau, il la compara à chaque trace de ses références. Rien ne correspondait. Ça pourrait être déformé, suggéra Marcus. Malformation congénitale, vieille blessure, quelque chose qui a changé sa façon de marcher. Aaron hocha la tête parce que c'était l'explication rationnelle. Mais il n'y croyait pas. Les déformations ne se déplaçaient pas avec la coordination que les images vidéo avaient montrée. Les animaux blessés ne traquaient pas les campements avec cette patience calculée. Cette nuit-là, allongé et éveillé dans sa cabane, Aaron repassa chaque rencontre dans son esprit. Les rapports, les images, les traces, les vocalisations. Ensemble, ils dessinaient le portrait de quelque chose qui existait dans les espaces entre les catégories connues. Pas un ours, pas une personne, pas un mythe, car les mythes ne laissaient pas de moulage en plâtre et de vidéos infrarouges. Une semaine plus tard, il dirigeait un atelier de pistage de la faune pour un groupe de gardiens et de stagiaires. Ils randonnèrent dans la zone où la plupart des observations s'étaient produites, se déplaçant lentement, s'arrêtant pour identifier les excréments et examiner les frottements d'écorce. L'après-midi était chaud, la forêt bourdonnante d'insectes et de chants d'oiseaux. Alors qu'ils franchissaient une crête basse, Aaron remarqua que la forêt était devenue silencieuse. Les autres le remarquèrent aussi. Les conversations s'éteignirent. Ils se tinrent en un groupe lâche, scrutant les arbres. Aucune brise ne faisait bouger les branches. Aucun oiseau ne chantait. Même les insectes avaient arrêté leur bourdonnement. « Prédateur à proximité », dit Aaron à voix basse, gardant sa voix calme. « Probablement un ours. Restez proche. Faites du bruit si je vous le dis. » Ils avancèrent lentement. La main d'Aaron se dirigea vers la bombe anti-ours à sa hanche. À 50 mètres devant, le sentier descendait à travers une selle étroite entre 2 affleurements rocheux, densément boisés des 2 côtés. Alors qu'il s'approchait, Marcus, marchant légèrement en avant, s'arrêta brusquement et leva une main. « Là », chuchota-t-il, pointant vers la gauche. Aaron suivit son regard. À travers les espaces entre les arbres, à environ 18 mètres du sentier, quelque chose se tenait dans les ombres. C'était massif, droit, les épaules facilement à 2 mètres du sol. La forme était fausse à tous égards que la formation d'Aaron lui avait appris à évaluer les animaux. Trop étroit à travers la poitrine, les membres trop longs, la tête positionnée à un angle qui ne correspondait pas à la posture naturelle d'un ours. Cela les observait. Aaron pouvait sentir le poids de cette attention.
La façon dont les animaux de proie doivent le sentir lorsqu'un loup les isole d'un troupeau. Sa bouche devint sèche. Il ne bougea pas. Personne ne bougea. Pendant 10 secondes, la forme resta immobile. Puis, sans un son, sans hâte, elle se retourna et s'éloigna dans la forêt. Pas en courant, pas en reculant par peur, simplement en partant comme si elle avait vu assez. La forêt resta silencieuse pendant encore 30 secondes. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, les oiseaux reprirent leur chant. Les insectes bourdonnèrent. Une brise agita la canopée. Qu'est-ce que c'était ? Demanda l'une des stagiaires, sa voix à peine audible. Aaron ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Ils terminèrent l'atelier plus tôt. De retour au bureau, personne ne parla beaucoup. Aaron rédigea un rapport, plus détaillé que les autres, incluant les déclarations des 6 personnes présentes. L'observation fut consignée, discutée lors d'une réunion du personnel, puis discrètement classée. Officiellement, le parc attribua les rencontres à des animaux mal identifiés, ours noirs, grizzly, peut-être un hybride présentant un comportement inhabituel en raison de la rareté de la nourriture ou du stress territorial. Le responsable de l'information publique rédigea une déclaration rassurant les visiteurs sur le fait que toute la faune du parc était bien documentée et surveillée. Aaron ne discuta pas. Il garda ses caméras en marche. Il continua ses patrouilles. Et lorsque de nouveaux gardiens lui demandaient des conseils pour la plage nord, il leur donnait les consignes de sécurité standards sur les ours, le bruit et la sécurisation de la nourriture. Puis, discrètement, il ajoutait une chose de plus. « Si jamais tu es là-bas au crépuscule, disait-il, et que la forêt devient complètement silencieuse et que tu vois quelque chose bouger juste à l'intérieur de la lisière des arbres qui ne semble pas tout à fait correct, ne cherche pas à l'identifier. N'approche pas, fais demi-tour, retourne par où tu es venu et ne t'arrête pas avant d'être sorti de cette section. » La plupart d'entre eux pensaient qu'il parlait des grizzlies. Il les laissait le croire, car l'alternative, l'idée que Yellowstone abritait quelque chose qui avait appris à se déplacer entre le connu et l'inconnu, quelque chose qui observait et imita et étudiait les gens qui pensaient d'être ceux qui faisaient les études, n'était pas le genre de fait qu'Aaron avait jamais voulu prouver. Certaines énigmes, il avait fini par comprendre, étaient mieux laissées dans les notes de terrain, documentées mais non expliquées, vues mais non nommées. Lucy dirigeait des programmes d'interprétation à Yellowstone depuis 5 ans avant d'entendre la version complète de la légende du gouffre chantant. Elle pensait connaître toutes les histoires du parc à ce moment-là. Celle sur les sources chaudes réclamant des touristes imprudents. Celle sur le gardien qui avait disparu dans une tempête de neige et avait été retrouvé 3 semaines plus tard vivant, sans souvenir de sa survie. Les contes de feu de camp que les visiteurs adoraient, à moitié histoire et à moitié exagération, qui rendaient la nature sauvage à la fois dangereuse et romantique. Mais l'histoire du gouffre lui parvint discrètement, transmise par un gardien saisonnier plus âgé nommé Tom lors d'une soirée calme au lodge des employés. Le gouffre lui-même n'était pas particulièrement célèbre. Il se trouvait sur le bord ouest du parc, accessible par un sentier modérément difficile qui grimpait à travers une forêt dense avant de s'ouvrir sur un surplomb rocheux en contrebas. Le terrain descendait abruptement dans un canyon étroit d'environ 25 mètres de profondeur, aux parois escarpées et encombrées de pins rachitiques accrochés à la paroi rocheuse. Un mince ruisseau courait le long du fond, audible mais rarement visible à travers la végétation. Les acoustiques y étaient étranges. Les sons rebondissaient sur la pierre selon des schémas bizarres, de sorte qu'une voix d'un côté du gouffre pouvait atteindre l'autre amplifiée et déformée, comme un écho qui aurait été étiré trop finement. Tom dit que les locaux évitaient le surplomb au crépuscule. Il dit que l'ancienne histoire, celle transmise par les ranchers et les trappeurs qui travaillaient la terre avant qu'elle ne devienne un parc, avertissait que lorsque le vent s'engouffrait dans le gouffre d'une certaine manière, on pouvait entendre un chant, non pas le vent à travers les rochers, non pas des appels d'animaux. Un chant dans une langue que personne ne reconnaissait, montant et descendant comme une berceuse. « Qui est censé chanter ?» avait demandé Lucy, souriant un peu, s'attendant à la chute. Tom n'avait pas souri en retour. « Ça dépend à qui tu demandes. Certains disent que c'est un trappeur qui est tombé et mort là-bas dans les années 1800. D'autres disent que c'est plus ancien que ça. Les groupes autochtones évitaient entièrement la zone. L'appeler un lieu mince où la frontière entre ici et ailleurs n'était pas aussi solide qu'elle aurait dû l'être. » Lucy avait rangé l'histoire sous le folklore et y avait peu pensé jusqu'à ce que le parc lui demande de développer un nouveau programme du soir pour les visiteurs. Il voulait quelque chose d'atmosphérique, quelque chose qui combinerait l'histoire naturelle avec la culture locale. Le surplomb semblait parfait. Des vues dramatiques, de bonnes acoustiques pour le storytelling, un accès facile pour les familles. Elle commença à y emmener des groupes 2 fois par semaine à la fin juin. 15 à 20 personnes à la fois se rassemblaient sur le rebord de pierre plat, alors que le soleil se couchait et que la lumière devenait dorée. Elle parlait de géologie,
de la façon dont le gouffre avait été creusé sur des millénaires par l'eau et la glace. Elle mentionnait les propriétés acoustiques, démontrait comment un murmure d'un côté pouvait être entendu clairement de l'autre. Et puis, parce que les gens voulaient toujours l'histoire effrayante, elle leur racontait la légende du chant. Elle la gardait légère, clarifiait que c'était du folklore, pas un fait, expliquait comment le vent et les échos pouvaient créer l'illusion de voix. Les visiteurs adoraient ça. Ils se penchaient en avant, les yeux écarquillés, jetant des regards nerveux vers le gouffre comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose en émerge. Pendant le premier mois, rien d'inhabituel ne se produisit. Lucie raconta l'histoire. Les gens posèrent des questions. Ils prirent des photos et retournèrent avant la nuit complète. C'était un bon programme, bien reçu, exactement ce que le parc voulait. Puis, fin juillet, une femme s'approcha d'elle après l'une des sessions du soir. Le groupe s'était dispersé, se dirigeant vers le départ du sentier, mais cette visiteuse traînait, attendant que les autres soient hors de portée de voix. « Je l'ai entendu », dit-elle doucement. Lucy se retourna, perplexe. « Entendu quoi ?»« Le chant pendant que tu parlais. » La voix de la femme était stable, mais ses mains étaient serrées ensemble, les jointures pâles. Je pensais que c'était peut-être une partie du programme, comme si tu avais un enregistrement ou quelque chose, mais ça ne ressemblait pas à un haut-parleur. Ça ressemblait à quelque chose qui venait d'en bas. Elle pointa vers le gouffre. Lucie sentit un frisson d'inconfort, mais garda son expression neutre. Le vent peut faire des choses étranges avec le son ici. Parfois, il capte des bruits de plus loin et les canalise à travers. Tu as peut-être entendu quelqu'un sur un autre sentier. La femme hocha lentement la tête, mais elle ne semblait pas convaincue. Peut-être, mais ça ressemblait à des mots, pas en anglais. Et ça s'est arrêté au moment où tu as terminé l'histoire, comme si ça écoutait. Lucie l'assura que c'était un tour acoustique, la remercia d'être venue et la regarda s'éloigner. Seule sur le surplomb, Lucie se tint au bord et écouta. Le vent était léger. Le ruisseau murmurait en bas. Quelque part au loin, un wapiti brama. Rien d'inhabituel. Elle se dit que la femme s'était laissée emporter par l'histoire. Que l'attente façonnait la perception, que les gens entendaient ce qu'ils voulaient entendre. 2 semaines plus tard, cela se reproduisit. Un visiteur différent, cette fois un homme dans la soixantaine, la prit à part alors que le groupe partait. Il demanda poliment mais fermement pourquoi elle avait inclus un enregistrement vocal dans un programme qui était censé porter sur les acoustiques naturelles. Il dit avoir distinctement entendu un chant pendant la partie la plus calme de son discours, doux mais clair, provenant de la direction du gouffre. Il dit que cela semblait ancien, mélancolique, comme une berceuse chantée par quelqu'un qui avait oublié la plupart des mots. Lucie vérifia ses notes. Elle n'avait pas changé le programme. Elle n'avait ajouté aucun élément audio. Elle lui dit que c'était probablement des échos ou peut-être un autre groupe plus loin sur le sentier. Il accepta son explication, mais son scepticisme était clairement écrit sur son visage. Cette nuit-là, Lucie revint seule au surplomb. Elle se dit qu'elle faisait du repérage, vérifiait les marqueurs de sentier, s'assurait qu'aucun danger ne s'était développé et n'affecterait les futurs programmes. La vérité était qu'elle avait besoin de l'entendre par elle-même. Elle arriva juste au moment où le soleil se couchait derrière la crête. La lumière s'estompait vite, le gouffre en bas déjà avalé par l'ombre. Elle se tint au bord, les bras croisés contre le froid du soir, et écouta. Pendant longtemps, il n'y eut rien d'autre que le vent, l'eau et le doux bruissement des pins. Puis, alors que le dernier fragment de lumière solaire s'évanouissait, elle l'entendit, faible, lointain, s'élevant de quelque part au fond du gouffre, une mélodie, sans parole mais structurée, se répétant en boucle lente et soignée. Cela ne ressemblait pas au vent. Cela ne ressemblait pas à un écho. Cela ressemblait à une voix, fine et usée, chantant quelque chose qui aurait pu être une berceuse. Le souffle de Lucie se bloqua. Elle recula du bord, le pouce accélérant. Le son continua, sans hâte, indifférent à sa présence. Elle fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement vocal. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle tenait l'appareil vers le gouffre. Le chant continua. Elle pouvait l'entendre clairement maintenant, montant et descendant selon un motif qui semblait délibéré, presque conversationnel. Elle enregistra pendant 2 minutes complètes avant que le son ne s'estompe, non abruptement, mais progressivement, comme si quelqu'un s'éloignait. Elle rejoua l'enregistrement immédiatement. Sa propre respiration était claire. Le froissement de sa veste, le murmure du vent, et en dessous, indéniable, la mélodie. Mais en écoutant plus attentivement, quelque chose d'autre émergea de l'audio. Sous le chant, superposé si faiblement qu'elle faillit le manquer, se trouvait un autre son. Une voix, sa propre voix. Elle prononçait des mots qu'elle n'avait pas dits pendant l'enregistrement. Des mots qu'elle avait prononcés 1 heure plus tôt pendant le programme.
La frontière entre ici et ailleurs n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être. Ses propres mots lui furent répétés dans sa propre voix, provenant d'un endroit où aucun enregistrement ne devrait exister. Lucie arrêta la lecture. Elle se tenait dans le quasi-obscurité, le téléphone tremblant dans sa main, et sentit le poids du gouffre sous elle passer de caractéristiques géologiques à quelque chose d'entièrement différent. Une bouche, une gorge, un endroit où le son entrait et ressortait changé. Elle quitta rapidement le surplomb, sans tout à fait courir, et ne se retourna pas. La semaine suivante, elle révisa discrètement son programme du soir. Elle le déplaça vers un autre endroit, un surplomb de prairie avec des lignes de vue claires et aucune bizarrerie acoustique. Elle dit à son superviseur que le site original avait trop de problèmes d'accessibilité. Il ne la questionna pas. Elle ne signala jamais officiellement ce qu'elle avait entendu, car il n'y avait aucun moyen de l'expliquer sans que cela ne sonne comme des nerfs ou de l'imagination. Mais elle garda l'enregistrement. Elle l'écouta 2 fois de plus, seule dans ses quartiers, casque sur les oreilles, volume élevé. Chaque fois, la section où sa propre voix se répétait était légèrement différente. Les mots étaient les mêmes, mais le ton changeait. La première fois, cela ressemblait à un enregistrement rejoué. La deuxième fois, cela ressemblait à quelqu'un essayant de l'imiter. La troisième fois, cela ressemblait à sa voix suppliant de l'aide. Elle supprima le fichier après cela. Lorsque de nouveaux gardiens lui demandaient des recommandations pour de bons sites de programmes du soir, elle leur donnait plusieurs options. Elle ne mentionnait jamais le gouffre. S'ils le trouvaient par eux-mêmes et lui demandaient, elle disait que les acoustiques étaient trop imprévisibles, que le son se propageait de manière à rendre difficile la gestion d'un groupe en toute sécurité. Tout cela était vrai. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que certains endroits se souvenaient des sons qui les traversaient, que le gouffre collectait des voix depuis plus longtemps que quiconque ne le savait, les stockant dans la pierre et le vent, les rejouant lorsque les conditions étaient réunies. Et qu'une fois qu'il avait votre voix, il s'exerçait. Il affinait. Il apprenait à façonner vos mots en quelque chose qui vous ressemblait mais ne l'était pas. Tom avait raison. C'était un lieu mince. Et plus la frontière devenait fine, plus le gouffre voulait être entendu. Non pas comme le vent, l'eau ou la roche, mais comme vous. Lucie quitta Yellowstone la saison suivante. Elle prit un emploi dans un parc du désert où la terre était ouverte et plate et où le son voyageait en ligne droite et prévisible. Elle ne dit jamais à personne la vraie raison de son départ. Mais les soirs calmes, lorsque le vent se levait et portait des voix de sentiers lointains, elle se surprenait à écouter un peu trop attentivement, attendant d'entendre si l'une d'elles ressemblait à la sienne. Daniel avait passé 7 saisons à gérer les permis pour l'arrière-pays avant de remarquer le schéma. Son travail était administratif, principalement le genre de tâche qui le gardait derrière un bureau plus souvent qu'il ne l'aurait souhaité. Les randonneurs venaient à son bureau, remplissaient des formulaires, payaient leurs frais et recevaient leurs permis pour des sites de camping désignés dispersés dans les zones reculées du parc. Chaque site avait un code, une capacité maximale et un système strict de contrôle des entrées et des sorties conçu pour suivre qui se trouvait dans la nature à un moment donné. Le système fonctionnait parce qu'il était simple, prévisible et dépendait du respect des règles de base par les gens. La plupart le faisaient. Quelques-uns ne le faisaient pas. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était le site 17. Le site 17 se trouvait dans une vallée étroite à l'extrémité du parc, accessible par une randonnée de 16 km à travers une forêt dense et à travers 2 passages de ruisseaux saisonniers. Il n'était pas populaire. Le sentier était raide. Le site lui-même était petit et il n'y avait ni vue dramatique ni caractéristiques notables pour attirer les visiteurs. La plupart des randonneurs choisissaient des endroits plus pittoresques. Pourtant, les permis pour le site 17 étaient délivrés régulièrement. 2 ou 3 groupes par saison, généralement des randonneurs expérimentés à la recherche de solitude. Le problème était que personne ne quittait officiellement le site. Le parc n'exigeait pas de départ formel à une station de gardien. Le système faisait confiance au fait qu'une fois un permis expiré, le groupe avait quitté l'arrière-pays. Si quelqu'un disparaissait, les alarmes se déclenchaient rapidement. Les permis en retard déclenchaient des protocoles de recherche, mais le site 17 existait dans une étrange faille administrative. Les permis étaient délivrés. Personne ne signalait jamais de problème. Personne ne déposait jamais de demande de prolongation. Aucune opération de recherche et de sauvetage n'était lancée. Les randonneurs cessaient simplement d'exister dans les documents après l'expiration de leur permis. Et personne ne semblait le remarquer jusqu'à ce que Daniel commence à creuser. Cela commença comme une curiosité oisive lors d'un après-midi calme. Il numérisait de vieux registres de permis, transférant des journaux papier dans une base de données, lorsqu'il remarqua que le site 17 avait un nombre inhabituellement élevé de permis délivrés au cours des 3 dernières décennies sans confirmation de départ correspondante. Il croisa les noms avec les rapports d'incidents,
espérant trouver des explications banales. Peut-être que les gens avaient quitté les lieux à différentes stations. Peut-être que les documents avaient été mal classés. Il ne trouva rien. Aucun rapport d'incident, aucun départ alternatif, aucune note de suivi. Les permis se terminaient simplement et le système passait à autre chose. Daniel remonta plus loin dans les archives. 40 ans de données. Le site 17 était en usage depuis la fin des années 1970 et le schéma persistait. Des dizaines de noms, des dizaines de permis, aucune clôture. Il vérifia les décès, les sauvetages, tout ce qui pourrait expliquer l'écart. Une poignée d'incidents non liés apparurent, mais aucun connecté à ce camping. Il en parla à son superviseur, une femme méthodique nommée Hélène, qui était au parc depuis 20 ans. Elle écouta, fronça les sourcils et consulta ses propres archives. Dit-elle après un long silence. C'est étrange. Mais personne n'a jamais déposé de plainte pour personne disparue liée à ce site. Si des gens disparaissaient, nous le saurions. Le saurions-nous ? Demanda Daniel. Si quelqu'un randonne seul et qu'il n'a personne qui l'attend à la maison à une date précise, combien de temps avant que quelqu'un ne remarque ? Hélène ne répondit pas tout de suite. Ils savaient tous les deux la vérité. Le parc était vaste. Les gens passaient à travers les mailles du filet. Pas souvent, mais cela arrivait. « Fais une patrouille », dit-elle finalement. « Va là-bas, vérifie le site, vois s'il y a quelque chose de physiquement anormal. Peut-être que c'est juste une erreur administrative qui se reproduit depuis des décennies. » Daniel accepta. C'était l'étape rationnelle suivante. Il randonna un matin clair de début septembre, seul, portant un sac à dos avec de l'eau, un téléphone satellite et ses notes. Le sentier était, comme il s'en souvenait, raide et sans intérêt, sinuant à travers des pins et des sections rocheuses où les racines exposées rendaient la marche difficile. Le deuxième passage de ruisseau était bas, à peine un filet. Il le traversa sur des pierres et continua. Le site 17 apparut exactement comme il était marqué sur ses cartes. Une petite clairière, un cercle de feu au centre, une zone plate pour une tente et un poteau à ours pour le stockage de la nourriture. Les arbres pressaient de 3 côtés. Un sentier de gibier continuait au-delà, menant plus profondément dans la vallée. Rien ne semblait anormal. Rien ne semblait dangereux. Il fit lentement le tour du périmètre, vérifiant les dangers. Aucun arbre instable, aucun signe d'éboulement. Le cercle de feu était vieux mais intact. Le poteau à ours était solide. Il vérifia les signes de faune et ne trouva que les habituelles crottes de wapiti, de vieux excréments qui auraient pu être de coyotes. Rien ne suggérait une activité de prédateur qui aurait rendu le site dangereux. Puis il vit l'équipement. Il était à moitié enterré dans la végétation près de la lisière des arbres, presque invisible à moins de le chercher. Un sac de rangement, vert passé. Le tissu était pourri par endroits, mais toujours reconnaissable. À l'intérieur, un réchaud de camping rouillé, un filtre à eau cassé et une carte déchirée. Daniel s'accroupit et l'examina soigneusement. La carte était ancienne, imprimée sur un papier épais devenu cassant avec l'âge et l'humidité. Les bords s'effritaient lorsqu'il les touchait. Il pouvait à peine distinguer une date dans le coin. 1983. Il prit des photos, mit les objets dans un sac et continua ses recherches. En 20 minutes, il en trouva davantage. Un mât de tente cassé en deux et emmêlé dans des racines. Une botte si dégradée qu'il ne pouvait pas en déterminer la taille. Une tasse en métal avec un nom gravé au fond. Les lettres étaient usées, mais encore à peine lisibles. Chaque pièce provenait d'une époque différente. Des décennies différentes, des groupes différents. Aucune n'avait été enterrée ou cachée délibérément. Elle avait simplement été laissée derrière, lentement consommée par la forêt. Il revint à la clairière et s'assit sur un rocher plat près du cercle de feu, essayant de réfléchir de manière logique. Les gens perdaient du matériel. Les gens abandonnaient l'équipement endommagé plutôt que de le transporter. Mais autant sur autant d'années, tout au même endroit. Cela ne correspondait pas aux schémas normaux. Il sortit les registres de permis qu'il avait imprimés et les étala sur ses genoux. Il scanna, lança des noms et des dates, puis regarda à nouveau autour de la clairière. Sur une impulsion, il se dirigea vers le bord du site où le sentier de gibier continuait dans une forêt plus dense. Il le suivit sur 50 mètres, se déplaçant lentement, les yeux scrutant le sol. La première tombe était peu profonde, à peine une dépression, marquée seulement par une ligne de pierre qui aurait pu être délibérée ou naturelle. Il failit la manquer. Mais lorsqu'il s'accroupit pour examiner les pierres de plus près, il vit qu'elles avaient été placées, non tombées là par l'érosion. L'agencement était trop ordonné. Son pouls s'accéléra. Il avança plus loin le long du sentier, cherchant plus attentivement maintenant. À 100 mètres du camping, il trouva une autre dépression,
celle-ci plus profonde avec plus de pierres. Puis une troisième. Il arrêta de compter à 5. Daniel recula lentement et revint à la clairière. Ses mains tremblaient. Il sortit le téléphone satellite et appela Hélène, parlant rapidement et clairement, sa voix tendue. « J'ai besoin que tu envoies les forces de l'ordre au site 17, dit-il. Et peut-être la police scientifique. Je pense que les gens ne sont pas partis de ce site. Je pense qu'ils sont toujours là. » L'enquête prit des semaines. Les équipes médico-légales amenèrent des chiens renifleurs de cadavres, des radars pénétrant le sol et des archéologues formés à la récupération. Ce qu'ils trouvèrent confirma les pires soupçons de Daniel. Des restes humains, certains récents, d'autres vieux de plusieurs décennies, enterrés dans des tombes peu profondes à moins d'1 kilomètre du camping. Tous les permis disparus ne correspondaient pas à des corps. Certains restes ne purent être identifiés. D'autres correspondaient à des cas de personnes disparues des années plus tôt. Des cas qui étaient devenus froids parce que personne n'avait pensé à chercher les victimes dans un camping légal désigné. La question qui consumait tout le monde était « Comment ? Comment cela avait-il pu se produire sans que personne ne le remarque ?» La réponse, lorsqu'elle se dessina lentement à travers des entretiens, de vieux journaux et des preuves récupérées, était dérangeante dans sa simplicité. Le site 17 avait été utilisé de manière intermittente par quelqu'un qui n'était pas un visiteur. Quelqu'un qui connaissait le système de permis, connaissait les horaires de patrouille, savait comment synchroniser sa présence pour être là lorsque les randonneurs solitaires arrivaient et partis avant que les gardiens ne passent. Le camping avait été utilisé comme terrain de chasse pendant plus de 30 ans. Et le système conçu pour protéger les gens avait au lieu de cela fourni un flux régulier et prévisible de cibles isolées. Les enquêteurs trouvèrent une cache à 1,5 km du site. Un conteneur enterré contenant des pièces d'identité, des portefeuilles, des journaux pris aux victimes. L'écriture dans les journaux n'appartenait pas aux personnes dont les noms figuraient sur les permis. Quelqu'un avait tenu des registres, notant les arrivées, les méthodes et les détails de disposition avec la même précision administrative que Daniel utilisait pour suivre les permis. Ils ne trouvèrent jamais la personne responsable. Qui que ce soit, il ou elle était soit mort, parti, ou avait simplement arrêté. La cache n'avait pas été mise à jour depuis plus d'1 décennie. Les restes les plus récents dataient de 12 ans.